Bonjour, je suis Audrey Rossi de la librairie La Bouquinette, donc c'est une librairie spécialisée jeunesse, et j'ai la grande chance d'animer cette table de discussion autour du roman, à laquelle nous avons invité plusieurs personnes. Donc il y a Sylvine Matuissieux qui est auteure pour la jeunesse. Bonjour. Sylvie, bonjour, tu écris depuis au moins 15 ans. Plus ça. Tu écris... Tu as écrit pas mal de séries en direction des jeunes lecteurs, aussi des livres de contes sur l'Alsace. Tes sujets de prédilection, il y a tout ce que j'ai pu voir. Il y a la danse, il y a les enquêtes policières, l'écologie, les secrets de la maîtresse, tout ce qu'elle vit quand les enfants sont pas avec elle, la mythologie, et même la quand religion, les enfants sont avec elle. Et même quand ils sont avec elle au musée, c'est vrai. Et les contes d'Alsace aussi. Le dernier livre que tu as écrit, je l'ai là. Ouais. C'est Des nazis habitent chez moi. Ça a été publié aux éditions de La Nuée Bleue dans une collection qui vient de démarrer qui s'appelle Graines d'Histoire. Il y a 2 titres dans cette collection, le tien et un autre qui s'appelle Il faut libérer la sorcière. Il faut sauver la sorcière, voilà, de Florence Génermetz. C'est sous chiffre. Ouais, merci. Et les 2 sont illustrés par Benjamin Strickler, un autre Alsacien. Et c'est une jolie petite collection historique, aussi un petit peu d'enquête, enfin de romans à suspense, pas d'enquête policière, mais de romans à suspense. Voilà, une petite collection que nous on a très très envie de voir grossir parce qu'on a apprécié les 2 textes énormément. Et puis tu en es, si j'ai tout suivi, la responsable de collection à la directrice littéraire. Ouais. Génial. Et j'en suis ravie. Et elle va grandir, cette collection. On a 4 titres qui sont prévus pour 2021. Chouette. Bah, écoute, on les attend là. Ça va faire... on est prêts. Je vais passer à Philippe. Philippe Léchermeyer. Bonjour. Vous êtes auteur d'albums, de contes, de romans, de nouvelles. Vous faites aussi de la réécriture de textes fondateurs comme la Bible, par exemple. Un très très beau retravail de la Bible. Vous mêlez dans vos écrits votre goût pour la langue française et une énorme dose d'humour et d'ironie. L'un de vos derniers livres s'intitule Les histoires à piocher. Un très beau livre publié au Seuil. Les illustrations sont de Christian Roux. Et si j'ai bien saisi, vous êtes parti des illustrations de Christian pour écrire vos textes. Et donc, vous proposez au lecteur de prendre les illustrations qui nous plaisent dans le livre et puis de se laisser balader par vos histoires à côté. Exactement. Oh, j'ai bien compris. Voilà. Je vais passer aux éditions du Pourquoi pas avec Alain Claude. Bonjour. 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 Vous êtes l'éditeur indépendant des éditions du Pourquoi pas. Vous êtes à Épinal. La maison d'édition la création date de 2012. Oui. Et à l'origine, c'est une collaboration entre l'École supérieure des arts de Lorraine qui est à Épinal et la Ligue de l'enseignement des Vosges. Donc la volonté de la maison d'édition, qui est une maison associative et vous n'êtes que des bénévoles, votre volonté c'est de proposer des textes qui vont faire la part belle à la société et à la réflexion sur la société et de proposer à de très jeunes illustrateurs une porte ouverte pour illustrer ces textes. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez de nombreux auteurs et illustrateurs qui participent, qui travaillent avec vous. Pour citer ceux que j'ai lus dans vos collections, Joe Witek, Thomas Cotto, Cécile Roumiguière, Yves Pinguilly, Simon Bailly, Clémence Dupont. Oh là là. Et c'est vrai que tout votre travail et tout le travail de ces auteurs et illustrateurs fait que les éditions du Pourquoi pas sont un gros appel à la curiosité et à l'ouverture aux autres et à la créativité. Parmi les livres les plus récents que vous avez publiés, il y a 2 livres qui ont été publiés dans la collection Faire Société. Ce sont des livres, attention, 1, 2, 3, hop là, qui se lisent recto verso, en tête bêche. Le premier s'appelle Ma musique de nuit et de l'autre côté, c'est la danse des cygnes. C'est écrit par Marie Collot et ce sont des illustrations de Pauline Morel. Et l'autre, c'est Univers et Remous. Les 2 textes sont écrits par Stéphanie Richard et sont des illustrations de David Allard.
Voilà pour les présentations toutes courtes que je pouvais faire rapidement pour vous souhaiter la bienvenue. Oui, je peux juste préciser que je suis pas le poisson pilote, on peut appeler ça comme ça, mais on est vraiment une association que des bénévoles et nous sommes 15. C'est-à-dire que je représente là un collectif de 15 personnes. C'est important. Complètement. Et ce qui n'est pas très fréquent dans le milieu de l'édition, je dirais. Et je pense, comme je vous disais lors d'une précédente discussion, que c'est aussi ce qui attire beaucoup les auteurs chez vous, c'est ce côté très associatif et très ouvert dans la fabrication du livre en lui-même. Je pense qu'ils ne viennent pas pour voir. Je pense qu'on a une ligne éditoriale engagée de par notre origine, notre identité. Hein. Donc nous, on est quand même sur une ligne éditoriale où on fait la part belle à l'imaginaire, mais ça c'est très très important de ne pas être donneur de leçons, mais il faut que le lecteur va forcément capter un sujet qui va le faire réfléchir sur la société, sur le vivre ensemble, d'où le faire société, voilà. Et donc, pour les auteurs, je dirais que ce n'est pas très facile, parce qu'on est toujours sur le fil du rasoir de raconter une histoire qui fait rêver, qui procure des émotions, mais en même temps, il y a toujours un sujet de société. Voilà. Et pour compléter juste très brièvement, vous avez cité quelques-uns de nos auteurs. Ce sont tous des auteurs, je dirais, archi connus dans le milieu de la jeunesse. Par contre, nos illustrateurs, ce sont des jeunes qui sont passés par l'école d'art d'Épinal et à qui on offre un premier projet pour les aider à démarrer dans le métier. Voilà. Mais Sylvie, toi aussi, dans tes romans, dans tes romans et dans cette collection que tu démarres à La Nuée Bleue, on peut aussi parler de faits de société et même si c'est le domaine historique, l'enfant est placé à un moment donné dans une histoire sociétale. Et moi, je trouve vraiment intéressant comment vous avez approché les choses dans cette collection, toi et Florence, en tout cas dans le texte. Voilà, l'enfant est au cœur de l'histoire et se rend compte d'une réalité qui le dépasse, mais dans laquelle il va quand même s'investir pour faire bouger les lignes. Oui, c'est ça. Alors, quand on a eu envie de créer cette collection, qui est effectivement toute récente, hein, puisque le premier bouquin est sorti en septembre de l'année dernière, donc et le deuxième très rapidement après, on a eu envie de placer une histoire avec un petit H dans l'histoire avec un grand H. Et vraiment de faire découvrir en arrière-pays de cette histoire, qui est pour l'instant, c'est vrai, dans les 2 premiers tomes, pas vraiment une histoire policière, mais comme tu le disais tout à l'heure, une histoire avec du suspense. Ce ne sera pas forcément le cas pour tous les tomes suivants. Hein. On n'aura pas forcément que des choses où tout le monde court partout. Mais c'est vrai que notre envie, c'était de faire une histoire qui en soi soit une histoire intéressante, passionnante, quel que soit l'endroit où elle se passe, avec des personnages attachants, avec des choses des péripéties diverses et variées. Mais cette histoire, avec ses péripéties et ses personnages, est effectivement fortement ancrée toujours dans une période précise de l'histoire de l'Alsace, puisque ce sont de l'Alsace ou du Grand Est, ce sont des histoires qui sont régionales. Et c'est vrai qu'on a envie de faire vivre des aventures passionnantes à nos jeunes lecteurs, mais aussi de les faire réfléchir en même temps et découvrir des choses. Mes questions suivantes. Je voulais vous demander si, selon vous, il fallait des caractéristiques précises pour déterminer qu'un roman est un roman jeunesse. Est-ce que vous mettez des bornes à votre écriture quand vous vous adressez à un jeune public? Peut-être Philippe, parce que vous n'avez pas encore pu participer. C'est une question. Oui, on le laisse dire là. Allez, je me lance. Moi, en fait, j'ai un peu l'habitude d'écrire sans trop me poser de questions. Hein. Et d'ailleurs, souvent, mes albums sont lus par des enfants ou par des adultes. Mais forcément, il y a une. Et je fais. Évidemment, j'essaye de rendre mes albums accessibles. Mais j'hésite pas à utiliser des mots inhabituels ou
qu'on n'utiliserait pas, enfin qu'une partie des auteurs n'utilisent pas pour les enfants. Mais je pense que moi j'ai l'impression qu'une bonne histoire, finalement, c'est une histoire qui peut être suivie par tout le monde. Et forcément, peuvent se poser forcément quelques sujets un peu plus tabous, enfin qu'on peut aborder, mais disons qu'on n'abordera pas nécessairement de façon frontale, puisqu'il s'agit quand même de pas trop secouer les lecteurs. Mais disons que à part ça, je me pose rarement la question de me dire je vais écrire pour tel âge, en tout cas. C'est plutôt la question que je me pose une fois que le texte est terminé. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Je suis pas très... D'ailleurs, je suis assez mal à l'aise avec les indications sur les livres 6 à 8 ans. Enfin, je peux comprendre leur utilité pour des personnes qui cherchent à offrir ou à acheter des livres, mais je suis très embêté parce que les lecteurs sont tellement différents. Surtout, j'ai l'impression que ça se renforce encore, cette différence, avec des lecteurs qui peuvent avoir 8 ans et dévorer des choses très longues et assez complexes, et d'autres qui en ont 14 et qui ont plus de mal. Donc voilà, je suis assez mal à l'aise avec ces indications d'âge. Et voilà, le texte arrive et après, j'ai toujours l'espoir qu'il trouve ses lecteurs, et ses lecteurs, finalement, que ce soit des enfants, ça m'enchante, mais si leurs parents prennent les livres, ça me fait plaisir aussi. Voilà. C'est pareil. Oui, c'est pareil pour toi, Sylvie? Oui, 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 oui. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense aussi, lorsque j'écris pour les lecteurs qui ne lisent pas encore, donc les aspirants lecteurs, les lecteurs très débutants, je pense aussi toujours aux parents qui vont être les passeurs d'histoire et qui vont, la première fois au moins, lire le bouquin aux gamins. Et c'est vrai que j'ai envie que ça leur plaise aussi et qu'ils se disent pas qu'est-ce que c'est que cette niaiserie. Et je crois que c'est très, très important. Et tu as parfaitement raison. Je faisais, oui, je me suis rendu compte que je faisais le petit chien à l'arrière de la voiture pendant que tu parlais. Parce qu'effectivement, l'histoire des tranches d'âge est quelque chose qui me rend toujours dingue. Parce que, alors, est-ce que c'est pour les parents? Est-ce que c'est pour des profs? Est-ce que c'est pour des libraires? Est-ce que c'est pour... On ne sait pas trop à qui ça s'adresse vraiment, cette indication-là. Mais c'est quelque chose qui, moi aussi, me met terriblement mal à l'aise. Et comment ça se passe aux éditions Pourquoi pas? Moi, j'adhère complètement à ce que vous venez de dire. Hein. C'est une évidence. Une évidence. Bon, d'abord, sur nos livres, vous ne verrez jamais à partir de ou pour les 6-8 ans. Ça, c'est vraiment... souvent, dans les interventions, quand on me questionne en disant qu'est-ce qu'un bon livre pour enfants, je dis un bon livre pour enfants, c'est un livre qui fait plaisir aux adultes aussi, hein, où l'adulte va trouver plein de choses, plein d'émotions, etc. Et c'est sous-jacent dans ce que vous avez dit, oui, il n'y a pas une écriture pour enfants, presque une sous-écriture, j'oserais dire, hein, surtout pas. Et nous, quand on choisit d'éditer un livre, c'est la qualité littéraire, c'est la qualité du texte. On part toujours du texte, nous, et on illustre seulement après. C'est cette qualité-là qui est choisie par rapport à l'écriture, par rapport au sujet qui est traité. Mais seulement après, on se dit, ça va peut-être intéresser à partir de, puis peut-être plus, peut-être moins. C'est tellement... Non, bien sûr, il y a... Alors, par rapport, Philippe, à ce que tu as dit sur les sujets un peu forts ou pas, ou trop forts, nous, c'est sûr que on accepte des textes où le sujet il est traité de face. Alors bien sûr, après ça dépend comment c'est traité, il faut que ça soit positif, faut traiter de sujets de société, bien sûr, on va pas traiter que de maladies, de divorce et de guerre, quoi. Mais si on les traite, il y a le lien humain qui doit être fondamental, il y a le positif, il n'y a pas forcément une fin, la toute belle fin comme dans certains films, ou une fin qui reste ouverte, etc., quoi. Et nous, on aime bien que les acteurs soient vraiment l'espèce humaine, quoi, soit le gamin ou un adulte, etc. Et pas forcément passer par l'animal, comme ça se voit souvent dans des textes. Voilà, nous,
on dit non, il faut très très tôt les sujets directement de face, quoi. Hein, voilà. Par rapport à la question, je sais pas, on a perdu Audrey là. Elle vient. Mais je reviens encore sur cette idée d'adulte et d'enfant. Moi, ce qui me pousse aussi souvent dans l'écriture, c'est l'idée du partage, de l'échange autour du livre. J'aime bien que le livre puisse circuler soit se lire ensemble, soit aussi circuler dans un foyer, ou évidemment qu'il puisse sortir du foyer, mais que j'aime bien l'idée que le livre puisse traîner. Peut-être au départ, il est arrivé dans les mains d'un des enfants, et après, il puisse circuler dans une maison, dans un foyer, et que chacun puisse se l'approprier, et qu'il y ait pas, voilà, que ça soit pas quelque chose de fermé, que ça soit, bon, ça c'est pour toi, ça c'est pour la fille de tel âge, ça c'est pour le garçon de tel âge, ça c'est pour, voilà. Et j'aime assez bien que les choses circulent et qu'elles puissent s'échanger. Voilà, ça peut être un des moteurs dans l'écriture. Oui, c'est fondamental. Nous, vous avez compris que nous, on avait un projet d'éducation populaire, en fait, hein, de par notre identité. Nous, on trouve ça très, très important qu'il y ait des débats, des discussions, des échanges dans la famille, avec les autres, dans les différents milieux, etc. Dans les livres les 2 livres là, qui ont été montrés par Audrey, de la collection Faire Société, il y a même une petite spécificité, c'est qu'à la fin des textes, il y a 3-4 questions, mais ce ne sont surtout pas des questions de lecture, de compréhension, bien entendu. Ce sont des questions qui, pour inciter le lecteur à aller un peu plus loin, mais on lance des banderies sur les. Et si tu en discutes avec tes copains, et si tu en discutes avec tes parents, oui, on lance un peu des. Voilà, oui, c'est ça, on lance quelques banderies par rapport au sujet quand le livre est fermé, il y a encore une ouverture. Sujet de débat, quoi, oui, voilà. Essayer d'aller un peu plus loin. As-tu déjà rencontré des personnes comme ça autour de toi? Et concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez, d'ailleurs, Sylvie, moi je me posais la question par rapport à ton livre. Ça devait pas être évident, quoi. Tu traites quand même du nazisme. Là, justement, quelles ont été tes limites? Comment ça s'est fait dans ton dernier livre pour cette collection que tu as inaugurée? Alors, c'est vrai que le premier thème qu'on a abordé, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et de façon très frontale, puisque c'est une petite, je remonte la couverture, voilà, c'est ça. C'est une petite fille, une petite jeune fille juive qui est à Strasbourg, dans Strasbourg annexée par les Allemands. Et en réalité, par un concours de circonstances plausible, c'est pas une histoire vraie, mais c'est une histoire qui pourrait être vraie. Par un concours de circonstances un peu abracadabrantesque, mais possible, elle se retrouve gardée, cachée par sa prof de piano, et une famille de nazis vient investir l'appartement dans lequel cette petite jeune fille vivait avec ses parents et son petit frère. C'est vrai que le point de départ est vraiment plombant. La période est plombante, la situation de départ est vraiment plombante. C'est quelque chose d'assez costaud, et je ne voulais pas. Alors, c'était embêtant parce que d'un côté, je ne voulais pas faire je ne vais pas dire du Walt Disney, c'est pas gentil, mais je voulais pas faire quelque chose qui camoufle quoi que ce soit. Je voulais être très, très sérieuse dans la présentation de cette période épouvantable et de ce type d'histoire qui a existé et qui est vraiment terrible. Et en même temps, j'avais pas envie non plus de faire sangloter mon lecteur du début à la fin, ou ma lectrice du début à la fin. Donc je voulais apporter un éclairage humain, un éclairage de vie et d'espoir. Et c'est vrai que ça a été un sacré boulot, surtout que le côté historique, moi je ne suis pas historienne du tout à la base, je suis juriste, donc ça n'a rien à voir. Donc j'avais le double challenge aussi. Alors Daniel Fischer, qui est le directeur historique, scientifique de la collection, m'a évidemment beaucoup apporté de la doc et tout, mais c'était vraiment ça. La difficulté, c'était d'être d'une part dans une période il n'y a pas grand-chose de sympa dans cette période-là pour s'appuyer sur l'histoire, et en même temps essayer de ne rien cacher, mais de donner de l'espoir. Donc tu as travaillé vraiment sur le fil, quoi. Ouais. Ça a vraiment été, c'était
pas facile. D'un autre côté, c'était intéressant parce que je me suis dit quelque part que cette histoire, je devais la porter en moi déjà depuis longtemps parce qu'elle est venue naturellement et c'est vrai qu'elle elle s'est organisée et ça a fonctionné comme ça. Ok. Est-ce qu'on a récupéré Audrey? Ça, je trouve ça hyper important. Hein. Nous, on est complètement dans la même logique hein, de traiter le sujet vraiment comme il est. Mais ça, c'est votre force à vous, les auteurs, d'être capables, par votre écriture, de rendre tout ça finalement positif. Hein, et de donner de l'espoir, de donner des émotions. Nous, on a trois romans qui traitent de la guerre. On a déjà plus ancien de Cécile Romiguière, Parole de papillon. Mais en fait, c'est un gamin qui fuit la guerre au Kosovo. Bon, vous imaginez, donc à la recherche de son grand frère. Donc, vous voyez un peu l'univers, quoi. Et en fait, c'est hyper positif de la façon dont Romiguière a traité de ce sujet. Sur la force des relations humaines, notamment. Mmh. Et ça, c'est grâce à vous, quoi. La façon dont vous écrivez, que vous donnez plein d'espoir, en fait. Je ne sais pas si je donne tout le temps donnant plein de clés de... ça dépend, voilà, ça dépend comme c'est écrit. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut être plombant parce que on met sur la table la réalité de la société. Mmh. Mais je crois que les enfants de 9-10 ans et plus, mais ils la connaissent, ils regardent la télé, ils en voient bien d'autres. Voilà, et de toute façon, il ne faut pas leur raconter des histoires. Ah si, moi j'aime bien, moi je trouve qu'il faut leur raconter des histoires. Mais je comprends, je joue sur les mots. Mais, oui, mais oui, bien sûr. Tu comprends. Cependant, oui, moi, c'est vrai que j'écoute avec attention parce que justement dans mon travail, j'ai pas pour habitude moi d'attaquer les choses frontalement et rarement, je suis rarement dans un certain réalisme, quoi. Et j'aime plutôt passer par des, comme dans Histoire à piocher, par exemple. En fait, je passe toujours par une part un petit peu magique ou un peu fantastique, en tout cas dans cet ouvrage, pour aborder sans doute des thématiques tout à fait actuelles. Mais j'aime bien toujours faire un petit pas de côté et j'ai l'impression que je ne sais pas vraiment faire quelque chose qu'on pourrait appeler de réaliste pur. Et j'aime assez bien justement passer par des biais. On parlait des animaux avant. C'est vrai que moi, par exemple, j'aime bien utiliser les animaux, par exemple, qui s'écrivent. Et voilà, c'est comme ça que je vais aborder des sujets tout aussi contemporains ou actuels. Mais c'est vrai que je suis toujours assez admiratif dans un texte complètement réaliste parce que j'ai le sentiment qu'il laisse pas du tout le droit à l'erreur, pas du tout le droit à la moindre erreur. C'est-à-dire que, alors que moi je me laisse une petite marge en décalant un petit peu l'univers, c'est-à-dire c'est pas tout à fait même si c'est un univers qui ressemble au nôtre, c'est pas tout à fait le même. Ou alors c'est des personnages qui permettent justement d'encaisser de faire un peu filtre ou un peu barrage comme les animaux par exemple, c'est pas toujours le cas, mais voilà, j'aime assez bien, ou par le conte, c'est-à-dire décaler un peu dans le temps, dans l'espace, et c'est un peu ma façon de fonctionner, voilà. Oui. Donc c'est pour ça que j'écoute avec attention les autres procédés. Ouais. Tu es presque auteur de... Non, mais moi... Oui, Audrey, pardon. Moi, je sais bien que c'est pas facile. Hein. Je disais que tu es presque auteur de science-fiction, en fait. Tu décales le sujet dans un autre univers pour pouvoir l'aborder, pas forcément frontalement, mais peut-être très, très en profondeur, en tout cas. Ouais, disons que science-fiction, ça serait un peu loin, du coup. Oui, voilà, mais je dis presque la science-fiction. C'est ce que permet principalement la science-fiction. Ouais, c'est un peu comme si la réalité était là et moi je me mettais un petit peu légèrement, je décalais un tout petit peu, donc voilà, et ça laisse ce petit jeu, je l'aime bien cet espace, parce que c'est là où je trouve une certaine liberté. Non, mais on aime bien le lire aussi. Hein. Moi j'avais encore une question par rapport au... Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de vous adresser à ce public jeune? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'écriture que vous mettez pour ce public-là ou dans leur réaction? Qu'est-ce qui vous attire autant?
Sylvie. C'est difficile parce que je crois que tous les trois, sur ce type de questions, on va être d'accord. On n'écrit pas forcément pour démoufler, on écrit, et puis qui lit, qui peut s'y retrouver, nous fera plaisir, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit un ado. Moi, j'aime bien m'adresser aux enfants parce que je me dis que peut-être d'une certaine manière, un de mes livres pourra donner envie de lire d'autres choses, de continuer l'expérience de la lecture à des enfants ou à des jeunes. Et je me dis que le plus beau cadeau au monde qu'on puisse faire à des enfants, c'est de leur donner l'amour de la lecture. Parce que je crois profondément que quelqu'un qui aime lire ne sera jamais complètement tout à fait malheureux dans sa vie. Alors ça a l'air très sombre comme ça, mais c'est vrai que je me dis parfois, si je peux avoir contribué à développer cet amour du livre, j'aurais vachement bien fait de venir et de faire ça, parce que je crois que c'est une des plus belles choses au monde. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses fabuleuses, les tartes au chocolat, les petits oiseaux dans les arbres, tout ça, mais le livre pour un enfant, c'est une porte d'entrée vers tellement de choses. Et j'aime bien ça. Alors pour ma part, plus égoïstement, mais je suis tout à fait d'accord avec Sylvie, c'est que je trouve que ce qu'on appelle la littérature jeunesse, il y a un tel espace de créativité. Sans doute qu'il existe, j'en suis pas certain en littérature générale, je le souhaite, je suis un grand lecteur et j'y trouve beaucoup de choses, mais je rencontre tellement de choses, je lis tellement de choses, je vois tellement de gens différents, et j'ai jamais eu le sentiment d'être bloqué par quoi que ce soit. Et si ça va pas chez un éditeur, ça se fera chez un autre. Si ça se fait pas avec tel illustrateur, ça se fera avec un autre. Il y a tellement de possibilités. Enfin, je trouve j'ai le sentiment, au-delà des difficultés économiques et toutes ces choses-là, mais autrement d'un point de vue créatif, d'être dans une sorte d'âge d'or quand même, qui durera. Je le souhaite, mais en tout cas, j'arrête pas de découvrir de nouveaux talents, de gens doués, soit dans leur dessin, soit dans leur texte, soit les deux. Et je trouve ça très motivant. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça doit être. J'ai le sentiment qu'on doit avoir à peu près ça quand on est à la bouquinette aussi, non? Quand on ouvre les cartons régulièrement et qu'on sort des merveilles, voilà. Et quand on est éditeur et qu'on découvre de nouveaux textes ou de nouveaux illustrateurs de l'école bouquinage. Quand on ouvre le carton, comme je l'ai fait hier, là, pour la nouveauté du mois de mars, les mains tremblent pratiquement. Pas seulement parce que je vieillis, mais oui, c'est vrai, oui. Pour que la jeunesse, pour nous, éditeurs, pourquoi pas, bon, c'est bien sûr une évidence, hein, de par notre identité de mouvement d'associations d'éducation populaire, de notre histoire. Sur les 15, on est une moitié d'enseignants. Bon, c'est dans nos gènes, hein, bien sûr. Mais c'est aussi avoir envie de participer à cette forme. Alors, ça fait faire des grands mots, quoi, mais de cette formation du citoyen et tout ce qu'on peut entendre dire, et tout ce qui se passe par rapport aux écrans, etc. Des choses bien qui se passent aussi par l'intermédiaire des écrans, mais que le livre, il a encore toute sa place. C'est une évidence, hein, et que c'est une lutte de tous les instants pour que la jeunesse, notamment d'un milieu défavorisé, hein, parce que je crois qu'il doit avoir cette préoccupation-là, quoi. Notre préoccupation première, c'est par rapport à la jeunesse qui n'a pas forcément une histoire chaque soir. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous on dit, pour nous, alors, là, c'est pareil, c'est pas un gros mot. Nous, on a un projet politique, mais c'est politique dans le bon sens, pas politicard, hein, bien entendu, hein, de formation du citoyen, de l'enfant, de la famille. On sait bien que tout ce qui se passe depuis le plus jeune âge, ça va rejaillir complètement sur la vie de l'homme futur, avec un H majuscule, quoi. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Et là, il faut vraiment penser à la jeunesse, c'est sûr, mais
à la jeunesse qui vient pas à la bouquinette ou dans une autre librairie, qui va pas à la bibliothèque, etc., etc. Là, on est dans une très grande priorité. Sylvie, il y avait une question qui t'était adressée. Est-ce que le nombre de pages restreint vous a-t-il limité dans votre imagination ou auriez-vous aimé développer davantage votre histoire? Dans lequel, pour le dernier, pour Des nazis habitent chez moi? Je pense que c'est pendant que j'étais pas là, un bout de discussion où tu as dû parler d'un nombre de pages indiquées. Non, même pas. En réalité, oui, une des choses qui peut limiter parfois quand on écrit pour la jeunesse, effectivement, c'est le volume du texte. Alors, court, pas court, format long, format pas long. C'est vrai que certains enfants, même jeunes, même en CE, vont pouvoir lire des gros pavés. Mais c'est vrai que généralement, en jeunesse, on est un petit peu plus light au niveau du volume du texte. Ça peut être une contrainte d'écriture. Je pense que la question qui a été posée l'a été parce que ce livre ne se termine pas d'une façon très orthodoxe, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque c'est une fin ouverte. C'est une fin qui est extrêmement ouverte. Et j'imagine que la personne qui a posé cette question se demandait si j'avais été obligée de m'arrêter parce que j'avais plus de pages pour continuer. C'est ça. Donc, non, c'était volontaire. Et j'aime bien justement le fait d'avoir une contrainte aussi de volume quand on traite une histoire. Parce que quand on a une contrainte de volume, on arrive toujours à micmaquer l'affaire pour dire ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire. Alors, on prend des chemins comme ci, ou on fait des coupes claires ou sombres par là, mais ça n'a pas été gênant pour moi d'être limitée à une centaine de pages. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question, que c'était bien ça, que je n'étais pas à côté. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les formes courtes, j'aime beaucoup les nouvelles en particulier, j'aime les faire partager à la librairie, j'aime les proposer au grand public ou aux professionnels, que ce soit les enseignants ou les bibliothécaires. Et c'est vrai que ce soit les éditions du Pourquoi pas, Philippe, tu en as fait plusieurs aussi, des nouvelles. Sylvie, tu écris des textes qui ne sont pas forcément très longs. C'est une forme qu'on voit peu, enfin moins que le reste, et qui est extrêmement intéressante. Et je pense justement que la contrainte de courtitude du texte peut être vraiment intéressante pour lui donner un impact en plus. Est-ce que ça, vous l'utilisez à certains moments, ou est-ce que non, pas du tout, c'est juste parce que le texte il vient comme ça et puis c'est tout? Pouf, Philippe, c'est à toi. Bah, Philippe, tu veux répondre? Non, Alain. Vas-y, Philippe. Que dire? Moi, j'aime bien cette forme. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aime bien cette forme, mais je trouve qu'elle est intéressante. Après, elle est un peu compliquée. C'est vrai que on pourrait dire que moi, pour un auteur de roman, je suis plutôt bref, et pour un auteur d'album, je suis plutôt bavard, quoi. Et donc, j'ai souvent des albums qu'on ne sait pas trop où ranger. Je le vois notamment quand il y a des prix, quand il y a des choses comme ça. Des fois, j'ai des albums qui sont dans une sélection pour romans. Pour moi, c'était un album, voilà. Et des fois, et des fois le contraire. Mais c'est vrai que j'ai commencé très tôt à faire des albums qui faisaient 100 pages. Et puis, donc, effectivement, la longueur, c'est toujours... pour moi, c'est pas vraiment un souci, mais ça peut poser des questions après en termes d'édition. Après, ça aide à créer des albums assez uniques qui sortent des collections, des choses comme ça. Mais ça peut donner des réactions étranges. Moi, je sais pas, des fois sur des salons, quand je dédicace des livres, il y a des gens qui viennent, qui ouvrent le livre et ils disent « Oh, tout ça !» Et alors, d'un seul coup, ça les impressionne. Et c'est marrant, on dit pas ça quand on achète des haricots. Si on remet une poignée, personne va dire « Oh, tout ça !» Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Ouais, voilà, c'est ça, je vous le compte pas. Et là, les 5 grammes du commerçant. Ouais, alors que là, c'est le contraire des fois. C'est enlever un peu. Non, après, c'est vrai que moi, j'aime assez bien les contraintes. Hein. Là, par exemple, l'histoire à piocher, c'est déjà la première contrainte, c'est qu'il y avait les images avant. J'avais 50 images et libre à moi de. Enfin, d'ailleurs, c'est même moi qui ai créé le projet. C'est d'ailleurs, j'ai vu ces images, je me suis dit tiens, je vais faire des histoires et je vais faire à partir de ces. Mais voilà, donc j'aime assez bien l'idée du format qui est là. Bon, c'est depuis Oulipo, même avant. Enfin, cette contrainte comme ça, elle est intéressante parce qu'elle est créative. Mais après, il y a un peu un entre-deux quand même. Hein, je me rends compte que
tout le monde aime bien le calibrage, c'est justement le débat là, même roman, et puis là on parle de nouvelles, et donc on est toujours un petit peu comme ça à essayer de trouver une place pour ranger les livres, quoi. Voilà. Alain, vous vouliez dire quelque chose ? Moi, ce qui me semble essentiel, c'est qu'un lecteur, il s'empare d'une histoire et quand il la démarre, il aille jusqu'au bout. Non. Et on sait très bien que les lecteurs sont tellement différents, plus ou moins grands lecteurs, hein, et puis qu'ils évoluent, etc. Et donc c'est difficile, oui, c'est difficile à ranger. Et puis il y a des histoires courtes qui sont hyper fortes, des histoires longues hyper fortes aussi. Enfin, mais on sait aussi qu'un jeune lecteur, au fur et à mesure de sa progression, il y a un cap qui est quand même très difficile à passer pour la plupart entre l'histoire, on va dire le texte court, souvent avec l'album illustré, au type, on va dire roman, hein, communément appelé roman. Et on sait qu'à 7-8 ans, etc., il y a souvent une étape à franchir, quoi. Et c'est pas toujours évident. En tout cas, au niveau des contraintes, nos éditions du Pourquoi pas, on donne pas de contraintes aux auteurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le texte fonctionne, qu'il n'y ait pas de longueur, et puis qu'il soit fort. Et puis après, c'est notre problème de le mettre en page, et puis de faire un multiple de 16 ou de 32 pages pour l'imprimeur. Et puis il y a donc des textes qui sont courts. Je vous montrais celui-là parce que c'est assez par rapport à ce sujet. Si c'est le Romiguière sur un salon du livre, elle me dit « Oh là, j'ai un roman, un texte, mais il est archi court. Mon éditeur habituel n'en veut pas. Il veut que je le rallonge. Enfin, ça ne m'intéresse pas. » Donc, je lui dis, tu m'envoies le texte et on verra bien. S'il est court, on fera un bouquin avec moins de pages. Et si c'est long, on fait plus de pages. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Peut-être que j'aurais profité de ce sujet-là pour dire que nos éditions du Pourquoi pas, on a notamment avec deux auteurs, Nathalie et Yves-Marie Clément, ils écrivent à 4 mains, ou plutôt à 2 claviers maintenant. C'est un couple, hein, et on a déjà deux romans qui sont écrits par eux deux, là, et ce sont des romans chorales. Et moi, je trouve que justement, par rapport à notre discussion, là, que c'est intéressant, parce que ça permet souvent que le lecteur ne soit pas rebuté par un plus gros volume de texte, hein, puisque comme on parle roman choral, là, tout le monde sait ce que c'est, on passe d'un personnage à un autre de façon cyclique, et donc on est sur des chapitres quand même toujours assez courts, et quand on s'arrête à la fin d'un chapitre, on a vraiment envie de savoir la suite. Or, on passe à un autre personnage, et ça participe, nous on trouve que ça participe grandement à donner l'envie de lire aussi, hein. Et c'est peut-être un format un peu intermédiaire quand on parle de roman et de nombre de pages. Voilà ce que je pouvais dire. Je pense qu'un petit lecteur ou un jeune lecteur qui aura aimé un texte relativement court va passer naturellement et progressivement à des textes plus longs. Et on voit voit énormément de gamins qui lisent des choses impressionnantes en termes de volume. On ne va pas lancer un débat sur la quantité et la qualité parce qu'il ne nous reste pas suffisamment de temps pour aborder cette question fondamentale. Mais je crois qu'un lecteur qui aura aimé des histoires courtes, des histoires, des nouvelles et des choses comme ça, à un moment ou à un autre, il va se dire miam miam. C'est comme quand on commence à manger du chocolat, on ne peut plus s'arrêter. Et ben, quand on commence à lire, au bout d'un moment, on peut espérer que ça va être pareil. Et qu'un enfant qui aura commencé à aimer des histoires relativement courtes, au fur et à mesure, va découvrir que son appétit grandit, que sa capacité à lire grandit. Et je crois effectivement qu'il faut qu'on arrive à ce que les gamins, en voyant un pavé, se disent miam miam. Enfin, je ne sais pas, je dis il faut. Il faut rien. Ça serait cool. Non, mais t'as
Tu as complètement raison, hein, tout est dans le plaisir de lire. Hein. Donc ça doit se faire de façon, alors je dirais naturelle, c'est pas si naturel que ça, quoi. Encore faut-il, je reviens toujours au même problème, que ces jeunes lecteurs aient les bons outils devant eux, hein, les bons livres aussi. Hein, mais bon, c'est tout le rôle aussi des libraires, enfin de tous les médiateurs. Hein. Pour ma part, moi, pardon. Vas-y. Pour ma part, moi, ce que je trouvais assez intéressant, souvent ce que j'essaye de faire pour un petit peu désamorcer cette idée de la taille d'un livre, c'est de faire à la fois des livres assez importants en termes de volume, mais finalement de créer d'autres moyens de lecture que celui de commencer par le début et arriver à la fin. C'est-à-dire, j'aime bien l'idée de livres où on picore, ou comme le dernier, où on pioche. Voilà, c'est-à-dire, du coup, on a un gros livre, mais il peut être peut-être impressionnant parce qu'il y a beaucoup de pages. Mais en même temps, on n'est pas obligé de prendre par le début. On peut aller d'un côté, de l'autre. Je faisais déjà ça avec des albums, avec plusieurs albums où finalement on pouvait circuler. Il y avait plein de façons de circuler dans l'album. Pas nécessairement celui de commencer par le début pour arriver à la fin. Ou quand j'avais réécrit Le Petit Poucet, le journal secret du Petit Poucet, c'est 150 pages. Mais en fait, comme c'était des jours par jour, c'était quasiment presque, même s'il y avait un fil, comme ça, on pouvait un petit peu picorer aussi dans le livre. Et donc, je pense que ça peut être aussi une façon d'aller vers un livre plus important et avec pas tout de suite la sentence qui est si je décroche, c'est terminé, je suis exclu du livre. Voilà, j'aime bien ça, cette idée qu'un livre puisse avoir qu'il puisse avoir un rapport différent avec les lecteurs selon leur niveau de lecture et leur courage et leur envie. Voilà. Bon, là, il va y avoir la sentence de la fin de notre table ronde. Je m'excuse pour les problèmes techniques que j'ai subis. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ils sont là. Et puis, c'est comme ça. Donc, je m'en excuse et merci franchement au méga trio que j'ai eu en face de moi. Vous allez, pour les participants, vous allez encore continuer avec une chouette entracte de 15 minutes avec les petites vidéos que vous avez déjà vues dans l'après-midi. Et puis ensuite, il y a encore la table ronde de poésie. Voilà. Je vous remercie énormément tous les trois. C'était malgré tout un super plaisir. Merci à toi. Tu n'étais pas là quand on a dansé, c'est dommage. Oui, c'est ça, voilà. Ah oui. Bon, on avait juste dire belle lecture. Merci, Très grand Audrey. merci à vous et au plaisir de vous revoir.